Bien que l'héritage du Mosquito ne l'ait pas élevé au même niveau que le Spitfire ou le P-51 ou même le B-17, l'attaque sur la prison d'Amiens le 18 février 1944 capture l'essence de ce qu'était cette machine. Un avion rapide, insaisissable, fiable, qui pouvait uniquement s'adapter à la mission demandée. Sous le nom de Ramrod 564, l'opération se fera en 3 vagues de 6 Mosquitos portant 4 bombes de 500 livres chacun. Un Mosquito pour filmer l'attaque et une escorte de 22 Typhoon pour protection car il y a une base de Falkbull 190 située à 5 km de la prison. C'est à 10h50 que 19 Mosquitos décollent dans un blizzard de la base de Hunsdon, au nord de Londres. Ils se dirigent vers les côtes de France, à quelques mètres au-dessus de la mer, pour échapper à la découverte. 8 des 22 Typhoons d'escorte prévus n'arrivent pas à joindre la formation et 2 Mosquitos reviennent à leur base à cause de problèmes moteurs. Malgré tout, les équipages étaient déterminés parce qu'ils voyaient cette mission comme une façon de dire merci à ceux qui, en territoire occupé, risquaient leur vie tous les jours pour aider les aviateurs abattus à regagner l'Angleterre. En se rapprochant des côtes, c'est le soulagement. Le temps se lève, ce qui permet aux 3 vagues de se diriger séparément vers la prison sans difficulté. L'objectif des 2 premières vagues est de percer la muraille en plusieurs endroits, de partiellement détruire le bâtiment d'incarcération pour permettre aux prisonniers de s'échapper, et de complètement détruire les baraques de la garnison qui déjeunent tranquillement. La 3e vague, elle, est en réserve pour détruire complètement la prison en cas d'échec des 2 premières vagues. Commençant à 12h03, l'attaque se fait à une vitesse approchant les 500 km/h et à 3 mètres d'altitude, si bas que le sillage des hélices soulève la légère couche de neige fraîche. Le pilote et le bombardier sont à ce moment-là sous une concentration extrême. Le bombardier, lui, doit relâcher ses bombes à la seconde près. Et le pilote doit maintenir sa ligne de vol au centimètre pour ne pas s'écraser au sol ou percuter la muraille de la prison après la relâche des bombes. Après quelques minutes, l'attaque foudroyante est terminée. Le mur est percé à plusieurs endroits, le bâtiment d'incarcération est touché et les casernes sont détruites. Malgré une centaine de prisonniers qui sont morts sous les bombes, 258 se sont échappés. Mission accomplie. La 3e vague n'est pas appelée et les attaquants retournent en Angleterre. Mais 2 Mosquitos et 2 Typhoons ne reviennent pas. Il ne fait pas de doute que cette attaque a prouvé que la détermination des équipages, combinée à l'adaptation du Mosquito aux missions les plus exigeantes, ont produit des résultats exceptionnels pour l'époque. Pourtant, il y a quelque chose d'intrigant. Le rapport officiel dit que, ayant appris l'imminence d'une exécution de prisonniers en masse, la résistance demande à la RAF de percer la muraille pour aider les prisonniers à s'échapper. Ceux-ci, comprenant les risques, préféraient au cas où mourir sous les bombes anglaises plutôt que par balles allemandes. Sauf que les Allemands n'avaient pas d'exécution prévue, le maquis n'avait rien demandé à la RAF et les prisonniers n'avaient aucune idée de l'attaque. Pour en savoir plus, je te conseille de lire le livre de Jean-Pierre Dusselier qui suggère que cette opération a été montée en fait pour brouiller les pistes du lieu du débarquement du 6 juin. Quel que soit le motif de l'attaque, cela n'enlève rien à son succès et aux prouesses des équipages de ces Mosquitos. Dans un monde où une mission de bombardement était considérée réussite quand les bombes tombaient à moins de 5 km de l'objectif, la précision offerte par le Mosquito était tout simplement extraordinaire. Non seulement extraordinaire, mais aussi responsable en partie pour changer la doctrine de bombardement d'après-guerre. Si la vision pour exécuter les attaques de précision existait, le Mosquito a prouvé la validité du concept. Aujourd'hui, personne ne possède de grandes flottes de bombardiers. Tout repose sur des actions de précision chirurgicale et sur la minimisation de pertes humaines. Bien sûr, on pourrait dire que les armes nucléaires remplacent ces flottes de bombardiers. C'est vrai dans un sens, mais la raison d'être de ces armes d'Armageddon est de ne jamais les utiliser. C'est une arme politique qui répond à des règles de jeu différentes. La vision de Geoffrey de Havilland à contre-courant de la doctrine prévalente de l'époque et surtout sa persévérance
ont produit un avion militaire qui, à mon avis, a changé l'évolution des conflits ultérieurs. Une indication de cela s'est passée le 5 juin 1979 quand le premier Tornado, un avion bimoteur multirôle fait pour pénétrer les défenses ennemies à basse altitude, a été livré à la RAF. L'imitation est la plus sincère des flatteries. Ayant vu le Mosquito de près, le pilote professionnel que je suis ne cesse de s'émerveiller de ces lignes pures et simples, qui doivent couper l'air comme un couteau tranchant. Et de ses proportions équilibrées. C'est un objet d'art qui masque un avion militaire d'un talent incomparable et inégalé. Ce voyage dans l'histoire du Mosquito a été tout aussi passionnant que surprenant. Son montage m'a permis de toucher ses formes et de le regarder sous tous les angles. C'était un vrai plaisir. C'est du vieux Tamiya. Ce kit est de 1998, mais c'est du Tamiya et il ne présente pas beaucoup de problèmes de montage. Mon modèle représente l'avion EG-F du groupe Captain Percy Charles Pickard et de son navigateur Flight Lieutenant John Bradley, qui malheureusement ne sont pas revenus de l'attaque. Ils ont été enterrés par des habitants français aussi dignement qu'ils pouvaient le faire. Qu'ils reposent dans la paix éternelle. J'espère que ce montage t'a plu et qu'il te donne l'envie d'en faire un. Ce kit n'est pas difficile à monter et c'est un avion qui mérite une place d'honneur dans ta vitrine. En tout cas, merci à toi d'avoir suivi ce projet et à très bientôt sur Aéromaquette pour un autre montage.